Voilà, bonjour à tous les handicapés des revues. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et là, j'ai réalisé un petit fantasme. Vous allez me dire, ouais, un fantasme en audio, c'est compliqué. Oui, non, en fait, non. Je les explique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, en fait, l'un des derniers qui existent. Alors, je le présente là. Plantronics, comme ça. Alors, c'est le modèle S. Alors, attendez, oula. Ouais, 03MH4S. Voilà. C'est pas vraiment le modèle que j'avais commandé. Le site est fallacieux. C'est pinups.com, donc n'achetez surtout pas. Et donc, vous voyez, en fait, il y a une espèce de d'écouteur un peu omnidirectionnel parce que, en réalité, si vous voyez sur le flanc, il y a des, il y a des orifices là pour entendre, mais il y a aussi de l'autre côté. En fait, que vous mettiez d'un côté ou de l'autre, on s'en fout. Et la mise en place est assez difficile. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire ça pour passer votre oreille par-dessus. Alors, attendez, je vais essayer sans les lunettes. Voilà. Pour passer votre oreille comme ça par-dessus. Voilà. Et ensuite, vous rabattez en fait l'écouteur pour. Donc, vous voyez, ça fait comme une sorte de. Ouais, voilà, comme ça. Bon, bref. Le fait est que là, avec ce tube qui est ici, qu'on peut tourner, qui est semi-transparent, on dirige un peu comme ça, voilà. On positionne bien, voilà. Au niveau, ici, il y a une petite rotule de rotation là au niveau du microtubulaire pour le caler au plus près. Voilà. Donc, une fois que c'est calé, vous voyez, le tube est transparent. Enfin, transparent, oui. Il est une espèce d'acrylique, je ne sais pas quoi, qui permet en fait d'avoir une belle esthétique. Et surtout, ce sont pour moi des poids plumes. Pour vous donner le champion du monde en termes de poids, c'est le Porta Pro qui fait 80 grammes. Donc autant dire c'est un poids plume. Et en plus avec un super son. Là ici, c'est qu'un simple écouteur. Je n'ai pas pesé précisément, mais il est ultra léger. Et il n'existe pas autrement qu'avec cette prise. Alors vous avez un fil, voilà, et qui va ici avec ce clip. Je sais pas. Enfin, c'est un petit peu voilà. Ça c'est pour brancher, par exemple, au système téléphonique pour faire du phoning. Voilà, c'était fait pour faire ça à la base, hein. Et là, vous êtes obligé d'acheter cet accessoire qui va permettre de finir avec un embout TRRS, TTRS, enfin, un truc qui permet de faire passer et le son et le microphone, donc l'aller-retour pour le monitoring. Alors pourquoi c'était un fantasme? C'était un fantasme dans le sens où, si vous voulez, on voyait souvent ça à Houston pendant les années 60, dans les années 60, 70, même 80. Et je ne savais pas qui faisait ces casques-là. Et je trouvais que c'était vraiment des systèmes discrets. Alors ça fait vintage hein, maintenant, aujourd'hui, hein, de voir ça. Mais je ne crois pas qu'on ait connu ce genre de... Voilà, donc ça s'enclipse. Hein, et de ce fait, vous avez un jack TTRS. Mais, je continue sur ma lancée, je suis désolé. Mais ça permettait d'avoir... on a vu vraiment tous les opérateurs du Capcom en train de converser avec les astronautes avec ce genre de choses-là. Il y avait même des modèles qui étaient enfilés sur les branches, en fait, des lunettes. Ils étaient attachés, accrochés aux branches des lunettes et c'était encore plus court comme ça. Voilà, donc c'était là. Avec un petit fil tourillon, hein, un tourniquet comme ça qu'on plantait derrière en intraoculaire. Là, ici, il y a des personnes qui ne supportent pas les, les, euh, les boulettes comme ça, Bluetooth, même à l'intérieur des oreilles. Ça, c'est juste pour ces personnes-là, c'est juste pas possible. Et en fait, là, c'est pas le cas. Ah non, non, pas du tout, là, il faut pas. Voilà. Voilà, je suis désolé, c'est des Bluetooth, donc ça connecté, vous avez dû certainement avoir une micro-coupure de son. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que là, ici, vous n'avez pas ce truc intraoculaire, ça se pose à peine, mais vraiment à peine, hein. Ça permet, comme je vous l'ai dit, lorsque vous le placez, de le positionner. Il n'y a pas de mousse, il n'y a rien, mais comme ça n'appuie pas du tout et que c'est ultra léger, sincèrement, il n'y a pas besoin de plus. Là, vous réglez évidemment selon votre morphologie le tube plus ou moins long, mais vous voyez que ça va trop loin.
On va l'approcher au plus près. On va éviter les comme ça qui passent souvent dans ces micro-tubes-là. Et puis, ces tubes transparents, euh, on les trouve à eBay en vente parce qu'apparemment, ils vieillissent mal, ils finissent par blanchir. Voilà, c'est certainement la qualité du plastique qui est comme ça. Mais le micro n'est pas là, mais il est au bout. Il est au bout. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça, voilà, si on tire, hop, là, il y a un petit rotule là qui est le conduit vers le microphone qui doit être là, ici, au bout. Et là, je vais essayer de viser, mais avec la caméra, c'est un peu compliqué. Hop, voilà. Donc ça, c'est au plus long et on peut le régler. Et ça fait une conduction. Un peu comme quand on était gamin. Enfin, pour les nouvelles générations, ils n'ont jamais joué à ça, mais tant pis, ça fait un peu... Ça me rajeunit pas. Mais il y avait ces espèces... Des fois, on perçait le fond d'un pot de yaourt, on mettait un système tubulaire, de l'autre côté un pot de yaourt aussi, et on s'amusait à communiquer, à faire des talkie-walkie comme ça. Bon, c'est des jeux qui sont aujourd'hui désuets et que plus personne fait, mais c'est un peu la même chose. Si vous faites ceci et que vous faites ça en conduit, vous entendez votre voix nette, parce que vous faites un conduit qui va amener en fait le son à votre oreille. Faites l'essai. Vous faites comme ça, la paume de votre main à quelques centimètres de votre bouche, et vous faites le lien avec l'autre main et vous incurvez vers votre oreille. Eh bien, vous allez entendre votre voix beaucoup mieux. Parce que vous dirigez acoustiquement le son. Eh bien là, c'est exactement ce que le tube fait pour amener le son de votre bouche, qui sort de votre bouche au micro. Et je me suis dit, bon, peut-être que Camcom, le système, en tout cas le système sonore des microphones, par exemple, des communicateurs en hélicoptère ou autre, ils ont des gros casques avec des micros qui sont collés là, vous entendez. Oui, alors, tiens, j'ai entendu, vous descendez à 15 000 pieds sous les... Voilà. Quand on a comme ça comment on appelle ça, voilà, les aiguilleurs du ciel, voilà, cherchez le nom, que ce soit un héliport ou un aéroport ou autre, un aérodrome, vous avez toujours ces personnes-là avec des gros micros, type gros casque, il y avait ça hein, du côté des tours opérateurs, n'importe quoi, des opérateurs aiguilleurs du ciel, mais du côté des hélicoptères et des avions, il y avait quelquefois des micros beaucoup moins bruts. Et la qualité sonore, c'était pas pour faire de l'hi-fi. Hein, les gars n'étaient pas là pour faire de l'hi-fi. Les gars étaient là pour avoir quelque chose de fonctionnel. Et fonctionnel, ça veut dire que ça tourne, ça marche, mais c'est juste pour avoir l'intelligibilité de la voix. À savoir, il fallait juste que ce soit compréhensible. Donc, pas de basse, pas d'aigu, beaucoup de médium, et pas du tout, c'était pas des micros optimisés pour un bruit de fond, un souffle très bas. Pourquoi? Parce que ce bruit de souffle très bas est ultra pas nécessaire dans un avion ou dans un hélicoptère où à l'intérieur c'est bruyant. Donc on ne cherche pas à avoir des performances audio au niveau des microphones qui soient très très exigeants. Vous voyez. Donc c'est le but. Alors, là on voit que... Alors, hop, hop, voilà, hop, voilà. Donc là je le mets au plus près. Et puis j'ai trouvé quelques accessoires. Alors ce qui se passe c'est que derrière je me suis dit, bon, le TRS, c'est quasiment terminé, puisqu'on voit que sur les téléphones portables aujourd'hui, les smartphones, ou aussi par exemple les iPads, etc., il y en a beaucoup qui ont killé, et ça c'est la cause à Apple, qui a décidé de poser cette norme-là, il n'y a plus de sortie casque. Voilà. Il n'y a plus Voilà, tout ça pour plein de raisons, pour faire en sorte, regardez celui-ci, il a un port USB-C, mais il n'y a pas de port pour le casque, ça n'existe pas. Donc, on est obligé de passer par une sorte de carte son de petite interface USB. Et puis, j'ai trouvé chez Plantronics, pareil, ce petit utilitaire-là en USB-C. C'est rare en plus, hein, en USB-C, pour pouvoir le brancher directement sur un iPad, un ordinateur, ça marche. Après, selon les Android, ça fait bizarre, mais par exemple, sur celui-ci, mon Galaxy, eh bien, quand je branche, j'entends, mais tout est ralenti. Comme ça, c'est pas une question de pitch, d'échantillonnage hein, de 44 à 48 kHz ou inversement. C'est vraiment un ralentissement et pas des voix graves d'un demi-ton ou d'un ton en dessous. On est carrément au-delà de tout ça. Et donc, là, ici, on avait voilà, cet USB-C
Et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir brancher là-dessus n'importe quel casque, y compris celui que je viens d'acheter, là, avec le TRRS et l'adaptateur ici, en TRRS, grâce à ça, je vais brancher dessus et ça va fonctionner. Et en fait, non. Parce que, parce que figurez-vous que Plantronics euh, avait fait en sorte de rendre leur appareil en disant, voilà, c'est exclusivement fait que pour les appareils Plantronics qui ont le micro-casque, la prise qu'il faut. Et là, je vous explique ce qu'il y avait. Il y avait juste ça en plus. Alors, je sais, ça va être compliqué de vous le montrer. C'est ça, un anneau supplémentaire qui a empêché d'enfoncer jusqu'au bout la prise TRRS. C'est ça qui rendait en fait, qui foutait la merde. Alors avec un petit Dremel, je l'ai scié. Et maintenant, n'importe quelle prise casque va à l'intérieur. Voilà, TRRS va jusqu'au bout, s'enfonce jusqu'au bout. Avec ce petit support en plus, qu'il y avait en trop, ce bout de plastique en plus qu'ils avaient mis, il y avait en plus, il y a un cercle, vous voyez, hein, il y a 3 petits points qui empêchaient vraiment. Ils ont fait un format de prise propriétaire. En fait, c'est du TRRS bricolé, rehaussé, et avec 3 pinceaux pour obliger à acheter leur matériel, etc. Sauf que moi, en le coupant, eh bien, je l'ai rendu universel. Et je suis sûr que ceux d'origine, avec l'embout spécial, les 3 pinceaux qui s'enfoncent parfaitement dedans, continueront de fonctionner. Voilà, je l'ai juste bricolé pour qu'il soit universel. Parce que je me suis dit, merde, c'est chiant. Voilà. Et le volume marche quand je l'ai testé, en tout cas sur PC ou sur une ancienne tablette, sur Android 8 ou quelque chose comme ça, ben, ça fonctionnait. Et je pouvais même raccrocher et décrocher lorsque j'étais sur Skype ou Zoom ou autre. Donc ça fonctionne, vraiment. Micro-casque, impeccable. Et puis j'en ai profité pour prendre ce transformateur ici de USB-C, on le voit, USB-C derrière, pour USB-A, pour les ordinateurs qui n'ont pas de connectique encore USB-C. Ce qui fait que là, je peux faire ceci, USB-C, voilà, vers USB-A, et c'est bon, c'est parti pour un ordinateur. Mais bon, je préfère laisser comme ça. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que, comme je les voyais dans les films, des années 70, 80, est-ce que le son est bon? Alors, je peux vous dire que oui, le son est très bon, même. Et j'avais trouvé cet accessoire-là, regardez bien ce que c'est. C'est une petite parabole qui se met au bout, là, elle est trouée en fait, hein. C'est une petite parabole, voilà, vous voyez, comme ça, qui capte un peu plus de son, qui permet de, quand on la met ici, eh bien d'avoir une plus grande surface de captation. Vous voyez, comme une micro-parabole, alors c'est flexible, hein. Regardez. C'est totalement flexible, et ça se met au bout, c'est fait pour. Alors, on va faire des tests de son avec le tuyau, on va enlever le tuyau nu comme ça, on va le remettre, on va mettre la parabole, et vous pourrez juger en tout cas du son que l'on obtient. Là, je suis sur un iPad avec les micros intégrés, qui sont pas dégueulasses, hein, surtout un iPad. La pièce dans laquelle je suis, elle n'est pas trop réverbérante. Elle l'est, c'est pas traité acoustiquement, mais elle n'est pas vide non plus. Donc, c'est moyenne. Et souvent, en fait, ce cadre-là est vendu avec ça, qui est en fait un pad pour faire en sorte de, je sais pas, d'accrocher quelque part sur un cou, sur un truc, puis faire une accroche. Je sais pas pourquoi, c'était vendu avec. Bon, je l'ai pris. On va essayer tout ça, on va faire des tests, et on va voir ce que ça donne. Je vais le brancher directement. Hop, c'est parti. USB-C de chez Plantronics. Alors, le modèle en question, c'est le 5200. Alors, attendez que je regarde un peu. Là, j'ai plus mes lunettes. Bon, c'est pas grave. C'est fou, ça. Ah bah non, si, je les ai là. Chérie, où sont tes pantoufles? Bah, tu les as au pied. C'est un peu pareil. Alors, je vous dis le modèle que c'est ça. Je vous ai donné tout à l'heure. Alors, c'est Plantronics modèle C5200 USB-C. Voilà, c'est le C5200 de chez Plantronics. Voilà. Donc, on va le brancher et on va voir ce que ça donne. Je sais, vous êtes pressés. Allez, prends-la ta pastille Valda. Hop. Donc là, je sais pas si ça a pris, c'est le son. Voilà.
je sais pas si c'est ça. Un. Oui, voilà. Un. Oui, c'est ça, ça sature. Un. Là, ça sature pas. Donc j'ai vu que le niveau était dans le rouge. Bref, le fait est que là, maintenant, vous entendez le son du micro interne. À mon avis, ça doit être bien meilleur qu'avec les micros internes de l'iPad, qui sont vraiment, pour moi, qualitatifs, sont une référence. En général, Apple font quand même du matos bien au-dessus de ce qui se fait en moyenne. Bref, là, vous avez le tube connecté de manière optimale, c'est-à-dire qu'il est réglé, vous voyez, proche de ma bouche. Alors, faut pas le mettre trop près comme ça, et le fait de l'éloigner, voire de l'éloigner, et de le mettre bien sur le côté, ça évite d'avoir des... Vous voyez, ce genre de... devant ou quoi que ce soit. Parce qu'on parle normalement, pas besoin de tordre la bouche de l'autre côté non plus. Mais il me semble que le son est honorable. Et si on fait un petit silence, là, on est dans le calme. Bon, il y a les bruits de la rue, donc c'est pas la peine. Là, vous m'entendez blablabla, blablabla, avec le système que je viens de mettre en place, là, le fameux système Plantronics. Et on va mettre le fameux système d'amélioration, d'isolation phonique pour mieux améliorer. Hop, voilà. Alors là, vous devriez entendre quelque chose qui permette d'avoir une meilleure définition du son. Ben, puis forcément, puisque on capte plus de son qui se dirige vers le tube, il y a plus de quantité sonore. Je pense pas qu'il y ait plus de pression sonore, qu'il y ait un niveau de volume plus élevé au niveau de la captation du son. Je pense pas que ce soit, voilà, que ça change trop à ce niveau-là. Mais par contre, la définition, je pense qu'il y a plus de, ce que les Anglais vont dire, c'est plus crispy, hein. Il y a plus de détails sonores, peut-être plus de détails dans les aigus, etc. Mais on perd le côté discrétion. Il y a une espèce de bout de caoutchouc blanc là, et en plus, je suis sûr que c'est totalement inefficace contre le vent de l'autre côté. Mais en même temps, c'est pas fait pour être dehors et ça a été pensé pour du phoning, voilà, pour être au calme à l'intérieur de pièces fermées et pas ventilées où il y a un ouragan qui passe. Donc ils n'ont pas prévu ça pour ça, ok? Donc là, théoriquement, vous devriez avoir quelque chose d'assez défini avec un piqué du son qui doit être considérablement amélioré avec cet accessoire. Ça paraît rien, hein, mais on entend quand même la différence. La preuve, c'est que maintenant, je vais le retirer. Désolé pour vos oreilles, ça a dû faire un cloc, je sais pas. Et là, maintenant, vous me réentendez avec le tube simplement, sans l'accessoire en caoutchouc. Je signale encore, c'est juste une petite parabole. Euh, voilà, c'est un petit moule comme ça. Mais aujourd'hui, je ne sais même plus où le retrouver. Je pourrais même plus vous donner les liens, parce que de toute façon, il est introuvable. Ils ont arrêté la production. Donc, je l'ai eu neuf et pas d'occasion. Mais c'est l'un des derniers qu'ils ont fait. Il y en avait un qui était avec un petit tourillon et qui rentrait à l'intérieur de l'oreille. Ils se sont plantés, ils m'ont envoyé celui-là. C'est pas plus mal parce qu'au niveau de la fatigue auditive et du côté quand on prend des casques qui serrent trop ou des intra-auriculaires qui rentrent à l'intérieur de l'oreille et qui font mal, hein, vous avez l'oreille qui est chaude, qui est rouge, ben là, pas de risque de ce côté-là. Vous pouvez pas avoir mal parce que, bien que ce soit imposant, le fait de mettre ici le simple fait que ce soit posé, alors, attendez, hop, fait que vous n'avez pas cette douleur permanente. Donc, c'est fait pour un confort et le porter confortablement. Alors ensuite, pour ceux qui trouvent, ne mettez pas en commentaire, oui, je l'ai eu et puis moi ça va pas. Ça dépend de la morphologie de chacun. Toutes les oreilles se ressemblent, mais en réalité, elles sont tous uniques. On dit même qu'il y a autant d'oreilles que d'empreintes digitales, hein. Donc c'est vous dire. Alors je rentre ça et maintenant je vais essayer en enlevant le tube. D'accord? Donc on a vu le tube en premier, on a vu avec la mini parabole qui augmente la définition et maintenant on va retirer totalement le tube. Voilà. Là, c'est sans le conduit acoustique qui amenait le son directement à l'intérieur. Voilà. Donc là, il est là. Je sais pas, je pense qu'on doit m'entendre. Je suppose. Je pense que oui, parce que c'est là. Mais peut-être avec un effet de moins de proximité. Là, je peux souffler. Comme ça risque pas. Il capte rien, hein. Il capte pas le souffle, en tout cas. Et là, en termes de discrétion, c'est champion du monde. Donc je vais découvrir les résultats en même temps que vous. Maintenant, je vais mettre en fait
Désolé pour le bruit de manipulation. Voilà, là on retrouve voilà le tube acoustique, voilà qui me permet de capter et puis de conduire de manière plus efficiente le son au sein même du microphone qui doit se trouver au bout ici, hein, et faire en sorte que bah, voilà qu'on entende les choses beaucoup mieux. Donc vous voyez, c'est à quelques centimètres de ma bouche, mais pas tout à fait en face, ce qui fait que ça ne me prend pas le vent et pas le. Il n'y a pas besoin de faire de coupure. Moi, en tout cas, la toute première écoute, juste avec ça, sans la parabole ni rien, je trouvais le son déjà excellent. Je trouvais suffisamment euh, utilisable, en tout cas en visio, et même en visio pour du vlog ou quoi que ce soit. Et ça fait un peu rétro-futuriste parce que on se retrouve avec ça, on se dit tiens, c'est quoi cet accessoire? Je- je- pour moi, en tout cas, peut-être parce que, dû à mon âge, j'en sais rien, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de nostalgique dedans, puisque j'ai vu ces casques-là, Plantronics, avec ces fameux tubes, je ne savais pas que c'était Plantronics. C'était leur marque de fabrique d'ailleurs, hein. C'était eux qui avaient, c'est eux qui ont fait ça en premier. Je crois pas qu'il y ait d'autres marques qui aient fait quelque chose de similaire. Je crois que c'est les seuls Plantronics. Mais voilà, trouver de la légende comme ça, enfin, des produits qui ont marqué l'histoire, qui sont iconiques pour moi dans l'audio, voilà, il me semblait nécessaire d'en avoir au moins un dans ma collection. Parce qu'en termes de discrétion, il n'y a pas mieux. Alors je crois que pareil, il y avait une version Bluetooth avec dans l'oreille un truc un peu plus gros, avec une batterie, un émetteur, donc débarrassé du fil, mais on ne le trouve plus non plus neuf. C'est terminé, Plantronics n'en font plus, ils ont arrêté la production. Mais je trouve qu'il y a un côté rétro-futuriste qui est pas mal. Donc Has-Been s'est dépassé, on fait beaucoup mieux aujourd'hui certainement. Si Plantronics a abandonné le design, c'est que ça a fini, ça fait son temps. Mais je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose de reconnaissable. Quand on voit ce genre de micro comme ça, tubulaire, on reconnaît tout de suite ça. On a vu ça dans tous les films en disant oui, alors, quand il y avait des cambriolages avec un génie d'informatique qui allait en fait taper et puis débunker les codes pour arrêter les systèmes d'alarme, souvent on voyait ce genre de casque-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les casques se sont lissés, en tout cas tous les micro-casques headset ont une sorte de, comment dire, de colle de cygne qui se tord comme ça, qu'on met avec juste une petite mousse noire qui se met au bout, qu'on met là avec une articulation pour pouvoir le lever comme ça avec le micro-casque. Et il n'y a pas plus ressemblant qu'un micro-casque de cette sorte qu'avec un autre micro-headset, d'une autre marque ou autre. Si vous faites pas ça franchement pour lire ce qu'il y a en fait comme marque, entre Plantronics, Shure ou n'importe quoi, parce que toutes les marques en font, il n'y a plus vraiment de différence. Et c'est ça qui qui m'énerve un petit peu, c'est que les casques aujourd'hui, micro-casques headset, se ressemblent tous et ont des designs qui se reconnaissent tous. Sauf quand vous voyez ce casque-là, vous savez que c'est COS, un casque Porta-Pro. Et franchement, il date des années 80 et il marche super bien. J'ai d'ailleurs la version Bluetooth. Euh, confort d'écoute incroyable, enfin, en tout cas, qualité d'écoute incroyable, des basses et tout, c'est presque. On pourrait faire du monitoring avec. Radio France le prenait à un moment donné pour ceux qui faisaient du montage audio pour les reportages, couper les les hésitations, et voilà. Mais ça fait partie des, pour moi, des objets iconiques des années 70-80 qu'on voyait dans les séries, qu'on voyait dans les films à suspense. On voyait toujours, dès qu'il y avait un petit peu de technologie, bah ça c'était la classe. C'était vraiment le top notch de ce qu'il y avait. Ça voulait dire, j'ai du matériel cher, je suis dans le camion, je fais de l'écoute, euh, de la surveillance audiophonique et tout ça. Et ça, c'était dans les trucs d'espionnage, il y en avait beaucoup. C'est aussi iconique pour moi, ce genre de micro-casque tube, que vous savez, les Nagra, les systèmes dans Mission Impossible, les magnétophones de poche avec les toutes petites bobines qui disaient toujours, voilà, ce message s'autodétruira dans 5 secondes, et ça mettait à fumer, et puis la bande se désagrégeait comme ça. C'est pareil. Il faut savoir que ces bandes magnétiques, alors je vais pas vous dire de bêtises, de chez Nagra, c'est le ST350 ou un truc comme ça.
C'était vraiment les espions qu'il avait, voilà, les espions américains, le service du FBI, pour les premiers épisodes de Mission Impossible, historiquement parlant, se faisait prêter le magnétophone fait par Nagra, qui était une société suisse. Donc les Américains s'en servaient. Ils prêtaient le magnétophone à la production de Mission Impossible, les premières moutures, qui étaient d'ailleurs en noir et blanc. Et juste après le tournage, les services secrets américains les récupéraient le magnétophone. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, si c'est une mythe ou une légende, en tout cas, ça se dit en tout cas dans le milieu. Eh bien, c'est pareil. Moi, je m'étais renseigné pour avoir un agra comme ça, je me suis dit, bon, aujourd'hui c'est désuet, ça ne doit pas coûter cher. Ça a pris de la valeur justement, ça a explosé, sa cote a pété parce que aujourd'hui, Nagra ne le fabrique plus et que ce fameux STN 350, je crois, renseignez-vous, c'est le petit magnéto enfin, vous trouverez si vous tapez ça, magnétophone Mission Impossible sur Internet et vous trouverez. Je crois que vous en trouvez entre 3000 et 7000 euros. 3000, 7000 euros sur eBay si vous cherchez. C'est juste hors de prix. Et puis surtout, c'est des bandes, quoi. Voilà. Donc, il n'y a même pas de retour en arrière. Vous leviez une manivelle escamotable sur l'une des bobines et vous rembobiniez comme ça. Vous avanciez ou vous reculez pour caler la bande et pour pouvoir lire. Au niveau de la qualité audio, on est sur de la bande-bande, oui. Mais quelle que soit la qualité de la bande, l'électronique dedans était limitée. Dès qu'on miniaturisait les choses, on perdait en qualité, surtout à cette époque où la miniaturisation n'était pas hyper maîtrisée, hein. On faisait à la limite des circuits intégrés double face, mais en sandwich à l'intérieur avec aux 4 couches, 5 couches de pistes, euh, au niveau des conductions électroniques, ça c'est même pas la peine. On parle de composants discrets, donc des vraies résistances qu'on peut prendre à la main, même si elles étaient petites. Mais aujourd'hui, c'est des CMS. CMS, ça veut dire composants montés en surface. Donc c'est tout petit et pas mal d'électroniciens abandonnent ont abandonné, ce qui a rendu aussi l'obsolescence programmée facile parce qu'aujourd'hui c'est tellement petit qu'il y a plein d'électroniciens qui, juste en mettant le fer à souder, juste en mettant du neuf, par l'effet thermique, juste en posant le fer à souder, ça fait claquer des composants en CMS qui ne supportent pas de haute température. Ou alors il faut y aller à petite touche comme ça avec le fer à souder pour pas cramer le nouveau composant propre qu'on met. Bref, c'est chiant à réparer. Ça rend les réparations très difficiles, très minutieuses, très coûteuses aussi. Voilà, ça a disparu. Mais voilà, ça rappelle une époque où on faisait encore réparer les choses, où porter ce genre d'instrument te mettait. Voilà, tu travailles pour la NASA, toi, c'était ça. Non, pas forcément, moi, sais pas mon cas. Je suis jamais monté dans une fusée. Mais voilà, donc il me fallait ça, et aujourd'hui, je peux enfin le faire traiter. Alors pourquoi les handicapés des reviews, à chaque fois je dis ça? Parce que j'ai aucune personne sur le web qui a eu ce fantasme-là de tester ça et d'en faire une vidéo pour faire la démonstration. Donc il fallait corriger le tir. Voilà, vous me voyez très peu maintenant faire des vidéos sur cette chaîne-là, en tout cas à titre privé, parce que bah, j'ai d'autres projets dans la vie, forcément. Je ne me voyais pas, papy avec les cheveux tout grisonnants blancs, continuer à faire des essais de micro, des choses comme ça. Quoi qu'en fait, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Mais je pense que d'ici là, il y aura des révolutions qui se passeront et qui feront que même les mastodontes d'une époque, on pensait à une époque que, que Rome, la puissante Rome, Jules César et compagnie, ne courraient jamais, c'était les maîtres du monde, et que ça allait être ainsi jusqu'à l'éternité. Les pharaons eux-mêmes se pensaient tellement éternels, ils étaient tellement sûrs d'eux, qu'ils fabriquaient des pyramides qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, mais leur civilisation à elles ont été détruites. Je parle d'épopée, pas de civilisation, pardon, parce que les Égyptiens existent toujours, encore heureux. Mais l'épopée des pharaons n'existe plus, n'est plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une épopée, on a les pharaons numériques qui sont Google, YouTube et compagnie. Et je pense sincèrement que l'histoire nous a montré que des mastodontes qui avaient vraiment la toute-puissance à une époque ont connu un début, une stabilité, et puis on finit par un déclin. Et toute chose naît, vit et meurt dans la vie, et y compris ces mastodontes que sont Facebook, YouTube, tout ce numérique-là, finiront par disparaître. Donc, euh, même ce que je fais là maintenant ne sert pas à grand-chose parce que plus tard, il n'y aura pas d'histoire
l'histoire de l'humanité, les archéologues du troisième millénaire iront chercher, en tout cas dans les fouilles euh, archéologiques, pour trouver des traces de nos vies modernes. Et je suis sûr que il y a quelques siècles, entre les années 90, à partir où tout s'est numérisé, cette explosion numérique, jusqu'à, je sais pas, 2300 ou 2500, il y aura un trou de quelques siècles où ils n'auront rien, parce que les pertes de données numériques sont telles qu'on a fait en sorte, avec l'obsolescence programmée, que même les disques durs SSD, donc à coup de mémoire flash à l'intérieur ou autre, ne vont pas en fait euh, durer très très longtemps. Je l'ai dit dans une autre chaîne que j'ai créée aussi, il n'y a rien de plus futile que le numérique, alors qu'on nous a fait croire que le numérique était quelque chose de viable et de stable. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on nous a vendu dans les années 90 les premiers CD et DVD gravables, qu'on pouvait graver nous-mêmes, comme étant donnés pour un siècle, minimum de données. Aujourd'hui, depuis les années 90, en 2022, bah, voilà, ça fait 22 ans, on va dire, fin des années 90, il y a déjà des CD et des DVD qui sont devenus illisibles parce que même si c'est des résines en plastique, qui protège en tout cas la flasque du CD ou du DVD, qui contient les informations gravées, eh bien, il y a une certaine porosité qui, avec le temps, a laissé passer l'air à travers les 2 dernières décennies qu'on vient de passer. Et cette air-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous laissez un métal à l'air, il finit par s'oxyder. S'oxyder, il finit par soit rouiller, soit se noircir. Vous mettez une plaque de cuivre, par exemple, d'un médecin ou autre, ou en laiton, régulièrement, vous voyez des personnes, pas seulement ceux qui font les vitrines, qui les nettoient euh, pour remettre ça au propre, mais il y a aussi, ils viennent nettoyer aussi avec de la crème, etc. Ils viennent nettoyer pour redorer les plaques représentatives des notaires, des médecins, des kinés, tout ça et tout, qui sont souvent en bronze, en laiton, et qui perdent de leur superbe et finissent par se ternir. Ce sont des métaux qui en fait se ternissent. Eh bien, il y a plusieurs métaux dans les flasques des CD, des DVD et tout ça qui ont été gravés dans les années 90, c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Et cette fine couche de plastique qui semble imperméable à l'air, eh bien, il y a une microporosité au niveau microscopique qui fait que l'air passe tout doucement à l'intérieur. Et comme il y a des métaux dans cette flasque, eh bien, de la même manière que si vous laissez du cuivre ou du laiton à l'air, ça se ternit. Qu'est-ce qui se passe quand un métal se ternit? Ben, il devient presque noir et en s'assombrissant, il perd son. D'où le fait que la tête laser, eh bien, renvoie dans un corps noir, voilà, qui fait elle ne se... ah, euh, euh, voilà, toujours activé, voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est activé. Oui, c'est toujours celui-là. Je suis désolé, j'ai des infos là que vous voyez pas, et j'étais pas sûr que c'était lui qui prenait le relais. Bref, tout ça pour vous dire que je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc la lecture, en tout cas, de ces CD est devenue caduque du DVD parce que ils se sont noircis. On voit simplement que les CD DVD étaient plutôt gravables, hein, je parle, hein, ceux qui étaient gravés, étaient plutôt vert clair et qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, sont plutôt vert foncé. On voit qu'il y a eu de l'oxydation, mais ils sont devenus du coup illisibles. Les informations ne renvoyant plus la réflexion, le laser est envoyé puis réceptionné selon les creux des cuvettes, micro-cuvettes courtes et longues pour les 0 et les 1. C'est le code Morse en fait, hein. Petit c'est 0 et long c'est 1 ou inversement. Et ne pas recevoir ces réflexions-là laser ben, rend le CD illisible, tout simplement. Ou le DVD. Donc, c'est pour ça qu'il y aura pour moi un vide. Un vide où à un moment donné, ces données-là étant illicites, euh, tout le monde va jeter. Ça va partir à la benne et tout cela va trouver une seconde vie sous forme de plastique, etc. Ce qui va enlever toutes les archives. Quand vous regardez des personnes qui ont acheté les premiers APN dans les années 90, premiers appareils photo numériques, souvenez-vous, Sony sortait des APN avec 1 million de pixels. Aujourd'hui, c'est ridicule. On est à 40-50 millions de pixels par capteur. Mais à l'époque, c'était le top.
Dès que vous zoomiez un tout petit peu, c'était hyper pixelisé. Il y a des gens qui ont tout misé là-dessus. Et 20 ans plus tard, ils n'ont plus aucune photo de leur bambin à leur montrer. Papa, maman, est-ce qu'il y a des photos de moi? Et je sais bien, mais l'appareil photo, on avait mis ça sur les cartes mémoire, on ne sait plus où est-ce qu'elles sont. On les a mis, elles se sont fondues ou alors illisibles. On a essayé de récupérer les données, c'était compliqué. On nous prenait 800 balles pour débunker, pour débloquer le disque dur qui était défoncé. On a gravé ça sur CD en sauvegarde. Il se trouve que maintenant, les lecteurs CD, on n'en trouve plus. Et puis, quand bien même un ami, un copain de ton père, eh bien, il a essayé de le passer et il est illisible. Alors, il a trouvé un autre pote, et là aussi illisible. Donc, c'était pas sa platine, c'était pas son matériel informatique qui était en cause, mais c'est bien le CD qui a très mal vieilli. Pourtant, on a regardé, il est pas rayé. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Mais il y a énormément de pertes comme ça d'histoire, des mini-drames qui n'en sont pas en réalité, mais qui expliquent ce trou de l'histoire que, sur lequel il va y avoir un manque de mémoire, c'est-à-dire que les personnes vont perdre leur histoire à eux. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont perdre leur histoire. Et ça, c'est super. On pourrait dire que c'est inquiétant pour les futures générations parce que finalement, on a essayé vraiment de nous faire croire tout le contraire de ce que le numérique était. On nous a vendu le numérique comme étant une superbe révolution, mais surtout quelque chose qui allait durer dans le temps, qui était gravé dans le marbre, et il n'y a rien de plus volatile que les mémoires numériques. Il n'y a rien de plus peu fiable que ça, puisque la dernière fois, je parlais encore avec la dernière soirée que j'ai fait avec Chantal Berengui, où quand vous allez dans une brocante ou autre, vous trouvez encore des albums photos avec des photos authentiques, hein, originaux, des premiers tirages qui ont été faits dans des bains voilà, argentiques, où on trouve encore des pellicules et des photos tirées, des tirages photos, qui datent du début de 1905-1910, voire 1800 et quelques, où on voit encore des hommes avec des chapeaux au fond, qui ont jauni, qui ont mal vieilli, mais qui sont encore là. Qui sont solides, on les déchire difficilement, c'est encore là, mais c'est précieux. Alors que dans les années 90, il y a des CD qui ont moins de 20 ans et qui sont déjà inutilisables aujourd'hui. C'est juste, c'est juste à réfléchir sur le fait que je sais qu'il ne faut pas commémorer une mémoire moribonde. J'entends bien, il faut laisser le passé et le mourir. Et heureusement, peut-être que le numérique va. Tout ça, il y a à éviter oui, de commémorer et de porter la charge de nos aïeux. Peut-être que ça va faire ça. C'est peut-être la vie est en train de nous emmener vers ça. Je réfléchis en même temps, je pense en même temps ce que je vous dis, hein. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mhm. Mais voilà, c'était une juste un petit partage. Cette vidéo ne restera pas comme toutes les vidéos, évidemment, euh, parce que sur le coup, je trouve bien de les mettre. Et puis après, je me trouve toujours idiot dans ce que j'ai dit. Je me dis, ça sert à rien. Et ça m'énerve d'avoir ces regrets-là, tout comme je déteste avoir été un jour jeune. Je déteste avoir été jeune parce que quand on a été jeune, on a été forcément con. Donc ça m'insupporte. Et vous voyez, avec ce que je viens de dire, je viens juste de condamner la vidéo à ce qu'elle disparaisse après quelques jours de diffusion. Je vais la mettre que dans le groupe privé et puis elle partira. Voilà, la verra qui voudra. Merci à tous les handicapés des reviews.